392e numéro du journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. À Nice, 3 militaires agressés. Est-ce que l'armée est une solution pour pacifier la France en ce moment? Écoutez, le résultat a été tout de même l'arrestation, la blessure de 3 soldats. Très sincèrement, je ne sais pas si ça méritait la médaille d'or du courage et du dévouement. Ces 3 soldats se sont contenus convenablement, mais il semble qu'ils aient surtout obéi aux consignes de l'armée, qui sont étonnantes puisqu'elles prescrivent de ne pas tirer, surtout éviter les coups de feu, et par conséquent la maîtrise de l'agresseur doit se faire à la main en quelque sorte. Alors c'est peut-être sous cette réserve qu'il faudrait accepter le fait de la décoration très brillante qu'ils ont reçue, puisqu'en effet ils n'avaient pas d'autre possibilité d'agir que de risquer leur propre vie à mano à mano, comme disait l'autre. On vous a vu par contre attaquer sur le fait que c'était un couteau de boucher. Oui, bien qu'on ne dit jamais. La première fois, le premier agresseur qui avait attaqué un commissariat, je sais pas si on a parlé d'un couteau, j'ai même tweeté, est-ce que c'était un couteau suisse ou un couteau de boucher? Parce qu'en effet, c'était un couteau de boucher dans les deux cas. Et il est évident que quelqu'un qui se promène avec un couteau de boucher dans son sac ou dans sa veste est évidemment quelqu'un qui a une volonté d'agression criminelle. Il n'y a pas besoin de gloser plus longtemps sur les raisons, les causes, etc. On sait que c'est quelqu'un qui a voulu tuer. Bon. Mais comme on sait que tout notre univers médiatique tente à minimiser les actions des djihadistes et les risques qu'ils font courir à la population, bon, c'est sous cet angle-là qu'il faut observer l'incident dont vous parlez. François Hollande, Manuel Valls perdent respectivement 7 points et 8 points dans les sondages, dans les avis d'opinion. C'est la fin de la bulle du 11 janvier? Oui, c'est la bulle du 12 janvier. C'était prévisible, d'autant qu'il s'agissait tout de même d'une escroquerie. Il y a une double escroquerie dans cette affaire. Une escroquerie politique, parce que quand M. Valls et M. Hollande essayent de récupérer pour le gouvernement une émotion qui ne s'adresse qu'aux victimes et d'indignation contre les agresseurs, on a essayé de transformer ça en une adhésion à l'esprit d'extrême gauche, l'esprit de Charlie Hebdo, alors que ça n'avait rien à voir, à mon avis. Et il y a une autre escroquerie qui est le Charlie business. C'est-à-dire que Charlie fait beaucoup d'affaires, de très bonnes affaires, grâce à cet incident criminel, puisqu'il a vendu, je crois, 7 millions d'exemplaires à 3 €, ça fait 21 millions. Il a fait, je crois, 300 000 abonnements, dit-on, à 100 €, ce qui fait 30 millions. Et il a même eu 1 million de subventions de l'État. Alors j'espère qu'il va rendre le million au ministère des Finances, parce que c'est scandaleux. Alors il y a des gens qui se portent bien dans la maison quand même. Je reviens à François Hollande, c'est la dernière tentative peut-être de conciliation entre Russes et Ukrainiens. François Hollande se déplace avec Angela Merkel. Oui, cette démarche est assez étonnante, parce qu'elle est inopinée. Brusquement, on a appris que Hollande et Merkel devaient se rendre le plus rapidement possible à l'Est pour régler, essayer de tenter de mettre sur pied une conférence de la paix. Alors j'ai essayé d'analyser, de deviner quelles pouvaient être les raisons de cela. Et je crois que ça vient, à mon avis, d'un appel au secours du gouvernement de Kiev qui est en difficulté militaire sur le terrain, aux États-Unis qui, jusque-là, l'ont non seulement soutenu, mais même poussé dans ses initiatives dans le cadre de l'OTAN, n'est-ce pas? Il y a là tout un jeu extrêmement dangereux qui a été joué par les États-Unis. Et les États-Unis qui se trouvent dans la difficulté de faire plus que de suggérer qu'ils apporteront des armes, ont délégué en quelque sorte leurs commettants, plutôt leurs commis, pardon, excusez-moi, ont délégué leurs commis Hollande et Merkel pour essayer de dégager une solution et présentant peut-être des concessions du gouvernement de Kiev que le gouvernement de Kiev ne pourrait pas lui-même accepter si elles étaient faites en quelque sorte en direct avec la Russie. Revenons à la France. Manuel Valls s'est déplacé à Marseille pour vanter sa politique de lutte contre la délinquance. Le matin même, des tirs de Kalachnikov. C'est quoi, l'hommage du vice à la vertu? Oui, ça doit être ça, oui. Écoutez,
pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je crois que c'est un fameux coup de pied au cul quand même. Quand on vient pour se vanter des résultats positifs d'une action déterminée et coûteuse en personnel et en finances, eh bien, on se fait contredire sur le terrain, si j'ose dire, par des jeunes cagoulés qui tirent à la Kalachnikov dans les rues et même sur les voitures de police. C'est extraordinaire. Cela dit, n'est-ce pas, nous sommes dans une république bavarde qui, alors je demande même si l'occupation des écrans, des radios, des journaux par le gouvernement n'a pas pour but d'empêcher les autres de parler. Parce qu'il y a là une espèce de monopole, ils parlent en toutes circonstances, on est affligé de discours du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, du Président de la République, quel que soit le sujet, quel que soit le prétexte, il y en a tout de suite droit à une logorée qui est d'ailleurs assez lassante à la fin et qui explique peut-être aussi la chute ou le retour dans les sondages au niveau réel de soutien de la population au gouvernement et à Monsieur le Président de la République. Alors un chiffre passé inaperçu, 27 524 téléphones portables saisis en 2014 dans les prisons françaises. C'est un chiffre officiel de la directrice des établissements, de la directrice nationale de l'administration pénitentiaire. 60 000 détenus en France, finalement tout passe en prison. Mais le chiffre me paraît extraordinaire. Il serait donc entré, parce qu'on ne les a peut-être pas tous pris, hein. On a pris quand même 27 000, plus de 27 000 téléphones portables en prison sur des détenus. Mais ça prouve que c'est une véritable passoire. On le sait d'ailleurs. On sait même que dans beaucoup de prisons, ce sont presque les détenus, je ne dirais pas qui gouvernent, mais qui exercent une telle pression de menaces et un tel risque compte tenu des regroupements ethniques ou religieux qui se font dans les prisons et qui mettent les personnels pénitentiaires dans une situation extrêmement difficile et dangereuse. Il y a là, évidemment, une faute capitale, une de plus, pour Madame Taubira. Alors la CGT a un nouveau président. Place maintenant au travail avec Monsieur Martinez. Monsieur Martinez, je crois que c'est le modèle du beauf de Camus. Les moustaches pendante, la moustache pendante. C'est vrai si vous avez regardé, au temps où Camus faisait comment dirais-je, des dessins humoristiques, il avait inventé le personnage du beauf. Et il me semble que M. Martinez colle assez bien au personnage de Camus. On verra son travail. On verra. Il paraît que c'est un dur. Alors en parlant de dur, Jean-Marie Le Pen, DSK et le procès du Carlton. Libertin, proxénète? Ce n'est pas un dur de la feuille, lui. C'est un dur de la tige. DSK, libertin ou proxénète, Jean-Marie Le Pen? Je crois que c'est plutôt, il faut dire, Partouzard ou Macron. Alors qu'il aurait fallu, il a failli être président de la République, dit-on. Il aurait eu le soutien, l'appui, la confiance du Parti socialiste, ce qui n'est pas fait pour nous étonner. Et il doit avoir des regrets tout de même parce que la roche tarpéienne est près du Capitole, encore qu'il a assez bien esquivé ses responsabilités aux États-Unis et il espère sans doute bénéficier de la solidarité de ses complices politiques au moins dans cette affaire où avec un culot extraordinaire, il affirme qu'il ne savait pas que les gens avec qui il faisait des galipettes semble-t-il assez osées, je pense, et avec des personnes qu'il devait penser amoureuses de lui, même quand elles étaient 8 contre 1. Alors 3000 clients HSBC, 3000 clients français ont été épinglés. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui, je crois qu'il y a là un effet vicieux tout de même de l'interdiction, une interdiction, comment dirais, élaborée contre la liberté. Soi-disant, c'est la liberté des frontières. On a le droit de tout faire, sauf dans le domaine financier, où alors là, les fiscs nationaux sont sur les dents, en quelque sorte. Et cette révélation, qui a été faite à la suite, je crois, de la trahison d'un membre du personnel d'une banque, auront des conséquences probablement limitées, parce que j'ai l'impression
que des délinquants de ce type, il doit y en avoir à peu près dans tous les milieux, y compris dans les milieux politiques. Assez peu, a priori, visiblement. En tout cas, c'est un nouveau scandale qui peut entacher peut-être le milieu des décideurs. Dans la publication. Oui. Ah, est-ce que la publication est égale à la révélation? Le problème. L'avenir le dira. En revanche, il y a un couac à l'UMP, le président des Jeunes Populaires, la branche jeunesse du mouvement, qui a priori d'origine camerounaise est aujourd'hui en situation irrégulière et expulsable. C'est extraordinaire. Il faut reconnaître d'ailleurs que M. Tiki n'est pas fondamentalement antipathique, c'est un homme souriant, mais c'est extravagant que des responsables politiques, et il paraît que c'est M. Sarkozy en personne, ce qui ne nous étonnera pas, il a toujours le choix pittoresque, lui, et choisi un étranger, car pour l'instant, c'est un étranger qui peut devenir français, peut-être, s'il le souhaite, et il le souhaite, je crois, mais il ne l'est pas. Et donc, pour un chef de parti, avoir choisi comme chef des jeunesses un étranger, ou bien c'est un signal particulièrement regrettable, ou bien c'est une erreur qui est particulièrement condamnable. Dans le Doubs, en revanche, Sophie Montel n'a pas pu rejoindre les premiers députés frontistes à l'Assemblée nationale. Un échec, plutôt une réussite, malgré tout. On disait jamais 203. Alors oui, Sophie aurait parfaitement pu passer du Parlement européen au Parlement français, où il est, je veux dire, plus agréable de siéger qu'au Parlement européen, c'est vrai. Mais elle a fait un très beau résultat, très remarquable, seule contre tous. C'est-à-dire que quand le Front National est seul contre l'ensemble des partis politiques, PS, PC, Front de gauche, UMP, etc., elle frôle la majorité. C'est donc une question de temps. Et le temps va venir où les difficultés s'aggravant, le chômage, la sécurité, la dette, etc., eh bien, le Front National franchira le seuil de la majorité et sera capable de remporter la victoire seul. L'UMP avait une position qui était le nini. Ils n'ont pas appelé directement. Oui, enfin, non, attention, c'était pas le nini, c'était contre le Front National, le nini. Alors c'était le nini à l'intérieur du socialisme. Je ne comprends pas très bien. Il y a, je crois, il n'y a eu qu'une seule voix qui se soit élevée, et encore pas pour proposer le soutien à notre candidate, mais pour critiquer la position de M. Juppé, l'ancien condamné de droit commun, vous savez, qui postule aujourd'hui lui aussi à être président de la République et qui avait tout simplement demandé que l'on votât socialiste. Je crois que c'est M. Guédot qui a dit après tout, pourquoi ne se présente-t-il pas aux primaires socialistes plutôt qu'aux primaires UMP, ce qui est assez sage. Mais c'est une exception dans ce mouvement où, assez globalement encore, on considère que le danger le plus grave pour l'humanité tout entière, c'est la montée du Front National, mouvement démocratique s'il en fut, puisque je rappelle que depuis 40 ans, 42 ans, il s'est présenté à 64 élections différentes. Alors Jean-Marie Le Pen, malgré les tracas, les aléas de la vie qui vous touchent, vous continuez vent debout dans la campagne des élections départementales. Mais oui, écoutez, je crois que la meilleure manière d'oublier les malheurs, c'est de continuer à agir, à penser, à agir et à continuer de marcher. Alors, vous avez présenté des candidats, je crois, cette semaine. Oui, j'ai fait une réunion à Strasbourg, j'en ai fait une hier soir en Lorraine, à Lunéville, et je vais rentrer donc à Paris, puis je partirai en fin de la semaine à Saint-Raphaël d'abord, dans le Var, et puis ensuite au Pen Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône. J'aurais fait 4 réunions dans ma semaine, je crois que c'est une bonne moyenne pour la campagne départementale, car n'étant pas candidat moi-même, je soutiens les candidatures je crois qu'il y aura 1800 cantons qui seront couverts sur 2000, ce qui sera le premier parti de France sur le plan de la participation. Une preuve de plus qu'il est douteux sur le plan démocratique. Jean-Marie Le Pen, pour conclure, un livre dont vous souhaitiez nous parler. Un livre dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, parce que j'étais en cours de lecture et que je recommande beaucoup à nos lecteurs et spectateurs, téléspectateurs et amis. C'est le livre de Laurent Oberton,
qui paraît, je crois que c'est aux éditions Ring. Ring, Voilà. Et qui est en effet une édition bien choisie pour un combattant, jeune combattant, puisque Laurent Oberton vient de fêter, je crois, ses 30 ans. Il a déjà écrit 3 ouvrages, La France, Orange Mécanique, Utoya, et puis maintenant La France Big Brother, où il dénonce un phénomène assez étonnant qui est la double pensée. La double pensée. On savait que la France a bien connu à un moment donné la libre pensée, les libres penseurs. Et Laurent Oberton dénonce les doubles penseurs. Et le livre est tellement plein de choses exceptionnelles que je vous conseille de les découvrir vous-même. Je ne voudrais pas saccager le plaisir de la découverte. Et c'est un livre remarquable que j'ai beaucoup apprécié en ce qui me concerne. Le match de boxe contre le système n'est pas terminé. En tout cas, non, il n'en a pas fini avec vous. J'en espère. Ça dépend du patron, ça. Merci Jean-Marie Le Pen, à bientôt.